Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup de nous rejoindre ce matin pour cette deuxième journée du colloque In Between, Louise Bourgeois et Alina Shaposhnikov, 1965-1973. Nous commençons cette matinée avec un panel consacré à la question pop. Nous souhaiterions effectivement envisager le pop comme question, puisqu'alors que l'art américain a opéré une sorte d'OPA sur la notion de pop, nous souhaitons, dans le cadre de ce panel, revenir à une définition originelle du pop comme art populaire. Comment est-ce qu'Alina Shaposhnikov et Louise Bourgeois ont négocié leur création dans un contexte de poussée inflammatoire des images, de développement de nouveaux matériaux industriels et de nouveaux objectifs de l'art appelés à se démocratiser? Pour en parler, j'aimerais appeler Valentin Glaise, Charlotte Matter et Daniel Belasco à nous rejoindre. Alors, Valentin Glaise finalise sa thèse intitulée Alina Shaposhnikov à Paris, 1963-1973, sous la direction d'Elvan Zabounian à l'université de Rennes 2. Il est également chargé de recherche à la bibliothèque Kandinsky du Musée national d'art moderne Centre Pompidou, dans un programme intitulé Musée d'art moderne, section sexualité. Valentin. Merci beaucoup, Hélène. Alors tout d'abord, quelques mots de remerciement. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Bravo à ceux qui étaient là hier et qui sont ici à cette heure matinale. Je souhaiterais également remercier l'Estate d'Alina Shaposhnikov, les galeries Lovenbroek et Ozern-Wirs, ainsi que The Easton Foundation pour leur soutien. Et à la Easton Foundation, je souhaiterais remercier en particulier Maggie Wright, qui est la directrice des archives Louise Bourgeois, pour son aide extrêmement précieuse sur un certain nombre de matériaux d'archives que j'ai pu consulter grâce à elle à distance, et Richard Bruce du studio Louise Bourgeois pour les images. Alors, aujourd'hui, je souhaiterais vous proposer de commenter de quelle manière Alina Shaposhnikov d'un côté et Louise Bourgeois de l'autre mettent en jeu un certain héritage du surréalisme avec des moyens différents, mais qui aboutissent à un résultat relativement proche qui n'est pas, on va le voir, pas sans relation avec la question pop qui nous occupe. J'en profite également pour nouveau remerciement que j'ai oublié de faire. Je remercie Clio Lavo pour son organisation absolument impeccable de ce colloque et son efficacité redoutable, et Hélène Guessens qui m'a fait le plaisir d'organiser cet événement avec moi. Dans le cadre de cette communication aujourd'hui, je souhaitais revenir en particulier sur ces deux objets qui sont à l'écran, qu'on a pu voir à quelques reprises, notamment hier. Nous plaisantions hier avec Patricia Brignone sur le fait que beaucoup d'images ont été déjà vues et qu'elles perdent un petit peu de leur aspect inédit de ce fait. Mais ce qui m'intéresse dans cette image, c'est qu'on a eu beau la voir, on l'a relativement peu commentée en réalité, je trouve. Et si cette image, l'image de ces deux objets m'importe, c'est parce qu'il s'agit ici de l'un des rares objets qui témoignent de cette relation entre Shaposhnikov et Bourgeois, qui du côté de Shaposhnikov en tout cas, repose sur très peu d'éléments en réalité. Il y a 3 lettres de Shaposhnikov à Sislevitch ou à Sislevitch et Shaposhnikov à Limek. Et il y a cette sculpture qui avait été offerte par Bourgeois à Shaposhnikov, qui a été vendue dans les années 90 dans la dispersion de la collection de Sislevitch. Enfin, il y a ça repose sur un nombre d'éléments matériels qui sont extrêmement minces. Et du côté de Bourgeois, ces deux objets me semblent être quelque chose comme la preuve ou l'un des aspects l'un des objets les plus saisissants de cette relation qui a pu se nouer entre elles et que je souhaiterais donc approfondir de ce fait. Dans un texte dactylographié de mars-avril 72, conservé dans les archives de Shaposhnikov en 2 versions, l'artiste dresse une sorte de bilan de carrière sur un ton très personnel. Dans la seconde version de ce document, qui est ici à gauche,
Annoté par le critique Pierre Restany, qui écrit avoir accommodé à la sauce française le texte, l'artiste commence par ces mots. J'ai reçu la formation de sculpteur classique. Mon œuvre puise ses racines dans le métier de la sculpture. Pendant des années, je me suis livré à fond à l'étude des problèmes d'équilibre, de volume, d'espace, d'ombre et de lumière. Ce texte qu'on retrouve très souvent cité, mais qui me semblait intéressant de recontextualiser une fois encore, à partir de cette question précisément des objets créés par Shapochnikov, pour les mettre en perspective d'une certaine manière, puisque Shapochnikov commence par dire que son œuvre puise ses racines dans sa formation de sculpteur classique. Et par là, en réalité, elle insiste, et voilà, sur le caractère avant tout technique de sa formation. Je pense qu'on n'aura jamais tort d'insister sur le caractère extrêmement technicien de la formation de Shapochnikov, qui est formée à la taille de la pierre, à Prague d'abord, après qu'elle ait été libérée d'Auschwitz par les troupes russes, dans l'atelier de Joseph Wagner et d'Ottokar Velinsky entre 1945 et 1947, à Paris ensuite, dans l'atelier de Paul Niklos à l'École nationale supérieure des beaux-arts de la rue Bonaparte entre 1947 et 1950. Shapochnikov est formé à la taille de la pierre, et l'aspect concret de sa formation qu'il faut absolument garder en tête et qui me semble essentiel vis-à-vis de cette question des objets, et qu'elle mène des travaux de restauration du patrimoine, notamment en fournissant des éléments d'architecture ou de sculpture détruits par les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, en France, lors de son premier séjour, entre 1947 et 1950. Je pense notamment, par exemple, à un buste de François Ier, qui est vraiment un travail de praticienne, où il s'agit de reproduire à l'identique un buste qui avait été extradé du château de Chambord au moment de la guerre, qui avait été ensuite vendu. Bon, la pièce avait été perdue, on avait demandé à Shapochnikov de la refaire. Mais Shapochnikov produit également, là pour le coup, après son retour à Varsovie, donc au début des années 50, des éléments d'architecture, tels qu'on peut en voir ici. Et lors de son séjour parisien, elle travaille dans un atelier de taille de la pierre. On la voit ici à droite, en train de travailler un médaillon pour la sépulture de Ginette Neveu, qui était une violoniste, qui était morte dans un crash d'avion, qui a par ailleurs tué Marcel Cerdan, qui était le compagnon d'Édith Piaf à l'époque. Et donc, Shapochnikov donc commence dans ce texte par insister sur cet aspect extrêmement technique de sa formation, qui, me semble-t-il, gagne à être replacé dans une chronologie un petit peu fine, comme on manque souvent de le faire. Et je pense notamment aux agendas de Sislevitch, en fait, de l'année 72, donc l'année où a été écrit le texte, qui stipule, en fait, que Shapochnikov, parmi les quelques inscriptions en fait, qui ne sont pas biffées sur les agendas, puisque l'ensemble de l'agenda est dans cet état-là, en fait, l'ensemble de l'agenda est biffé, les quelques traces qui restent encore lisibles dans l'agenda mentionnent bien qu'en fait Shapochnikov se retrouve à l'hôpital 2 mois plus tard, en réalité. Et que ce texte, en fait, est pris dans une forme d'urgence, et cette espèce de bilan de carrière qu'elle dresse est en fait quelque chose qui doit être lu à l'aune en fait de cette urgence, de cette maladie qui est en train de la rattraper. Je me rends compte, excusez-moi, que mes diapositives sont dans le mauvais ordre, mais on va y arriver. Et tout au long des années 50, Shapochnikov produit des objets de design tels que ceux-ci. Je pense à des céramiques, qui sont vraiment des objets utilitaires, qui me semblent pouvoir être notamment rapprochés de la céramique de Gauguin, avec ce pot anthropomorphe qui avait été donné au Louvre à l'époque où elle a pu le voir, puis qui a rejoint les collections d'Orsay après la fondation du musée d'Orsay. Puis, une fois arrivé à Paris, la production de Shapochnikov d'objets se poursuit, mais sur un mode déjà un petit peu différent et qui me semble être en relation au surréalisme, puisqu'on voit ici qu'à la différence des céramiques précédentes, le corps est déjà fragmenté, en fait. Il y a déjà une forme de
démantèlement de score, qui cesse d'être entier. Et c'est quelque chose qui, il me semble, est intimement lié au surréalisme, et je pense en particulier à Hans Bellmer, à la poupée par exemple, qui est dans les collections du Musée national d'art moderne, qu'on peut retrouver cité de manière quasiment littérale dans cette œuvre, ici à droite, Ça coule en rouge, qui est en fait une œuvre assez drôle, qui a un commentaire sur les règles, en réalité, où Shapochnikov a saisi d'une culotte qu'elle a, avec du coton, qu'elle a recouverte de polyester, et qui est donc voilà, un commentaire un peu humoristique sur le fait d'avoir ces règles. L'œuvre est détruite maintenant, mais il me semble qu'il y a quelque part une sorte de relation presque littérale entre les expériences de Bellmer et cette pièce-ci. Mais je pense aussi, par exemple, à la production de Toyen et à ses œuvres érotiques qui ont pu donner lieu, ou en tout cas qui ont pu servir, je pense, chez Shapochnikov de contrepoint à certaines expériences qu'elle mène, encore une fois, avec des objets visuels qui sont empreints de surréalisme. Je pense à ces lampes érotiques, telles qu'on en voit une ici à droite. Et il me semble que le rapprochement entre Shapochnikov et Toyen peut être fait notamment au titre c'est dans le catalogue de Toyen au Musée d'art moderne de la ville de Paris, tout récent, où Annie Lebrun parle d'un humour érotique au sujet de Toyen, qui me semble absolument présent chez Shapochnikov, avec ce type d'objets qui sont en réalité assez choquants, qui ont quelque chose de délibérément provocateur, notamment du fait de cette charge explicitement érotique. Et si je souhaitais vous proposer cette lecture des objets de design produits par Shapochnikov au prisme du surréalisme, c'était parce que on peut identifier, pour qui y prête attention, et c'est l'objet de quelques expositions récemment, à une sorte de tradition surréaliste du design qui connaît un regain très important au cours des années 60. Et je pense notamment à cette armoire surréaliste de Marcel Jean, qui me semble être un exemple possible de l'une des voies du design surréaliste, où en réalité c'est une armoire sur laquelle Marcel Jean a peint des images d'une armoire ouverte. Et ici, premier modèle de design surréaliste possible, la fonction de l'objet n'est pas modifiée en tant que telle. Il s'agit vraiment de quelque chose d'un peu joueur, d'un peu évocateur, mais qui ne joue pas sur la fonction de l'objet. Alors que, en réalité, dans une autre veine de ces recherches surréalistes en design, on peut penser à des objets tels ceux produits par Isamu Noguchi dans les années 40, et je pense notamment à ces lampes qui sont des sculptures et qui vont préfigurer cette production qui est à droite, les lampes Akari, qui sont commercialisées chez Steph Simon dans les années 50 et 60, et qui sont, à mon avis, un modèle possible, ou en tout cas une sorte de modèle d'identification possible pour Shapochnikov, puisque les lampes de Noguchi, très clairement, ne sont pas faites pour éclairer quoi que ce soit. C'est de la sculpture. Et il y a quelque chose en sus dans la diffusion de ces lampes par le biais de la galerie Steph Simon, qui se retrouve chez Shapochnikov dans sa production d'objets, qui est cette question de la diffusion, en fait, de l'économie de ces lampes, qui peut être un modèle économique, qui peut être un moyen pour elle de gagner de l'argent. Et je pense ici à ces différents modèles de lampes qui sont le reflet de ces recherches de Shapochnikov autour du design surréaliste, autour de l'objet utilitaire, et dont la diversité est aussi tributaire, ça c'est très très clair à la vue des archives, des difficultés techniques qu'elle rencontre pour les faire fonctionner. Comment est-ce qu'on change la lampe? Comment est-ce que la tige peut être faite? Est-ce qu'elle peut être courbée? Est-ce qu'elle peut ne pas l'être, etc. Ça pose un très très grand nombre de problèmes techniques qui sont de ce fait-là aussi un moteur de recherche et de diversité dans ces expériences sur les lampes. Mais parmi les objets de design produits par Shapochnikov, je pense aussi aux bijoux par exemple,
tels que ce bracelet que je vous montre ici à gauche, ou tels que ces bouches pour faire des bagues qui sont en haut de cette image, bouches dont la diversité de couleurs témoigne aussi de l'aspect, comment dire, ouais, de leur diffusion aussi, puisque ce sont des objets qui peuvent être commandés à l'artiste, en fait. Dans les archives, c'est tout à fait clair aussi. On retrouve quelques lettres de marchands, entre autres, ou de commanditaires divers, qui lui disent, par exemple, tiens, j'aimerais que tu me fasses une bague de telle couleur ou telle couleur, etc. Il y a quelque chose, à la différence de la sculpture, dans ces objets utilitaires, qui peut prêter à un mode de commande beaucoup plus libre, et qui peut être diffusé de manière un petit peu différente, et qui surtout peuvent être vendus. Je pense à l'exposition de Shapochnikov, c'est Kogeim à Bruxelles, où ces bagues sont proposées à la vente pour la première fois, et c'est à peu près tout ce qu'elles vendent en réalité lors de cette exposition, parce que c'est moins cher, parce que il y a aussi une plus grande variabilité de couleurs et de formes, etc., qui se prête aussi au goût de chacun. Mais Shapochnikov n'est pas la seule, évidemment, à s'illustrer à l'échelle de ce design surréaliste. Dans ces années-là, je pense aussi aux expériences de Nicolaël, et notamment à cette lampe bouche ici, qui évidemment apporte un contrepoint intéressant aux propres lampes bouches de Shapochnikov. La lampe bouche de Nicolaël étant beaucoup plus pop, d'une certaine manière. On pense à Wesselmann, par exemple, avec cette bouche extrêmement schématique. Shapochnikov et Nicolaël, qui ne se connaissaient pas, a priori, une étudiante de Sarah Wilson a posé des questions à Nicolaël de son vivant, qui explique ne pas avoir rencontré l'artiste, mais en revanche, on sait qu'elles étaient en relation par le biais de Restani, et par le biais de manière très très concrète, puisque là, vous avez une photographie de l'appartement de Restani, où, à côté des pieds sofas de Nicolaël, vous avez une tumeur de Shapochnikov au premier plan, mais aussi un petit ventre coussin qui est sur la gauche, ainsi que des bouches en marche tout à fait à gauche dans l'angle. Mais je pense aussi à Allen Jones, par exemple, à titre de contrepoint, pour le coup, vraiment, en termes de politique sexuelle, de ses expérimentations sur l'objet utilitaire, empreint de surréalisme, dans ces années-là à Paris. Allen Jones, que Shapochnikov connaît, puisque Sislevitch travaille avec lui, c'est dans les archives qui sont conservées à l'IMEC, où l'adresse d'Allen Jones à Londres figure aussi dans un agenda de Shapochnikov, donc on présume qu'ils se sont rencontrés, mais le contrepoint est intéressant, évidemment, ici, puisque on se rend bien compte qu'en termes de politique sexuelle, on se situe tout à fait ailleurs, et tout à fait à l'opposé, en réalité, a priori, puisque Allen Jones, d'une certaine manière, littéralise cette image de la femme-objet. Alors que chez Shapochnikov, cette question de l'usage du corps dans un objet utilitaire serait davantage un vecteur d'émancipation, en fait. Lampe de Shapochnikov auquel je reviens pour faire un commentaire sur la question de la dédicace, puisque la lampe qui est à droite est dédicacée pour Louise dans un petit encart qui est situé au pied de la lampe. Dédicace qui est une pratique courante chez Shapochnikov en réalité, puisque dans les années 70, elle avait pour habitude de distribuer des tumeurs avec des petits mots tels que celui-là à l'intérieur, et je pense notamment à une déclaration, un témoignage de la compagne de ce marchand dont j'ai oublié le nom, ça va me revenir, de Shapochnikov à l'époque, qui témoigne qu'elle s'est vue offrir ce type d'objet sans savoir que Shapochnikov était malade. Ce qui est du coup forcément très très surprenant et ce qu'elle a trouvé de très mauvais goût en fait. Et il y a chez Shapochnikov en réalité quelque chose d'extrêmement qu'il faut garder en tête sur cette question de l'aveu, pour user d'un terme un peu foucaldien, où en réalité Shapochnikov dit qu'elle est malade, parle des camps, etc., lorsqu'elle le souhaite. Ça, c'est très important, je pense. Et si, ici, elle se retrouve à offrir des objets tels que des tumeurs avec des mots à l'intérieur à des gens qui ne sont pas au courant qu'elle était malade, on peut penser, à l'inverse,
que Shapotchnikov, quand elle le souhaite, peut le dire. Et je pense notamment à cette séquence d'un reportage télévisé, Journal de voyage en Pologne, qui est un film de Jean-Marie Drault, où celui-ci lui pose la question de savoir est-ce que tu peux me raconter ce que tu as vécu dans les camps, etc. Et où Shapotchnikov botte en touche, elle dit je refuse de parler de ça. Et en réalité, ce qui m'importe ici, c'est de restituer à Shapotchnikov une forme d'agentivité, en fait. Je pense qu'en usant de manière un petit peu trop extensive ou rapide de cette catégorie du traumatisme, on a tendance à instaurer une idée de passivité, en fait, où Shapotchnikov serait incapable de parler de la déportation ou de la maladie. En réalité, elle en parle lorsqu'elle le souhaite. Elle en parle au docteur Mont-Saint-Jean, qui va la traiter de la tuberculose à la fin des années 40. Elle en parle à Restani aussi. Et là, en l'occurrence, dans cette séquence télévisée, elle refuse de le lire, mais je pense qu'elle refuse de le lire en connaissance de cause. Et en relation à Bourgeois, la dédicace ici témoigne bien du fait que voilà, cet objet est adressé à elle, mais pour autant, comment dire, Shapotchnikov n'a pas souhaité lui dire, on en parlait hier, qu'elle était malade, par exemple. Mais elle lui a dit, en revanche, ce qu'elle avait vécu dans les camps. Donc il y a, chez Shapotchnikov, à cet endroit-là, quelque chose d'extrêmement, comment dire, volontaire, ou en tout cas décidé. Il y a quelque chose de ça. Et je passe rapidement, je suis un petit peu en retard, à Louise Bourgeois. Bourgeois, chez qui, grâce aux recherches faites par Maggie Wright, on s'est rendu compte que la question de l'objet était pour elle pas tellement pertinente en réalité. Il y a une seule lampe chez Bourgeois, qui est celle-ci, le Tranier épisode, qui est incluse dans Precious Liquids, qui est conservé au Centre Pompidou. Mais il y a quelques objets, quelques bijoux faits dans les années 40, tels que ces 40 ici à gauche et 60 ici à droite. Mais en réalité, il y a en tout et pour tout une dizaine d'objets dispersés dans la carrière de Louise Bourgeois. C'est pas vraiment ça le prisme par lequel on peut relier cette question du surréalisme à Bourgeois. En revanche, je pense que Charlotte Matter en discutera tout à l'heure, mais je sais que Guitomy, Maldonado en a beaucoup discuté hier, ainsi que Joe Aplin. Bourgeois, au début des années 60, revient sur le devant de la scène avec une production qui est tout à fait différente de celle qui précédait, puisqu'elle cesse de produire des personnages en bois pour produire ce type de pièces présentées à la Stable Gallery qui usent, je vais y arriver, voilà, de plâtre ou de latex, qui sont des pièces, à mon avis, assez laides et qui ont pour vocation d'être assez laides, voire même repoussantes. Je parle sous le contrôle de Marie-Laure Bernadac. Mais il me semble qu'il y a quelque chose que l'un des enjeux se situe à cet endroit-là chez Bourgeois. Et cette production de Bourgeois est lue par Lucy Lippard dans son exposition Eccentric Abstraction, dont on voit ici une vue d'exposition dont les œuvres de Bourgeois sont visibles tout à fait à gauche. Je vous ai fait un détail. Cette production de Bourgeois, qui est donc organique, qui est très intimement liée à la sexualité, qui use de matériaux nouveaux pour elle, sont liés, sont rattachés par Lippard à cette question du surréalisme, à une forme de résurgence du surréalisme, alors que Bourgeois va sans cesse dire le contraire, ne cesser réfuter ce rapprochement avec le surréalisme, d'ailleurs au même titre que Nicolas L, précisément, il me semble, parce que le surréalisme orthodoxe était éminemment sexiste et homophobe par ailleurs, et que c'est un rapprochement dont elle souffrirait a priori, alors qu'en réalité, sur le plan formel, le rapprochement est évident. Et, de manière un peu paradoxale, je pense que le surréalisme a pu servir pour Shapotchnikov, pour Bourgeois ou même pour Nicolas L, de vecteur d'émancipation, d'une certaine manière, à contre-emploi du surréalisme orthodoxe, qui encore une fois faisait une bien maigre place aux femmes. Le surréalisme a pu servir pour elle de milieu propre à une forme d'émancipation. Et c'est sur cette question, de la proximité entre les œuvres de Bourgeois et Shapotchnikov que je souhaiterais conclure, puisque on l'a un petit peu discuté hier, entre Shapotchnikov et Bourgeois à peu près dans les mêmes années, donc au moment où elles se rencontrent, comme Hélène l'a démontré, à la fin des années 60, il y a quelques rapprochements
formels, pour le coup, qui sont absolument évidents et qui sont redevables au surréalisme. Je pense notamment à cette série The Fingers, qui existe d'abord en latex et en plâtre, puis en bronze, qui se retrouve presque de manière littérale dans une œuvre de l'année précédente chez Shapochnikov, Duja Plaja, qui était montrée initialement de manière verticale et qui est maintenant exposée peut-être pour des raisons de conservation au sol. Mais il s'agit vraiment, je veux dire c'est quand même évident, du même motif de doigt, encore une fois redevable au surréalisme, dans cette idée du fétiche, du corps fragmenté, une forme de sexualité aussi, qui est figurée sans être figurée. Mais ce qui m'a retenu ici, dans ce rapprochement que j'ai tenté de faire un peu rapidement, entre Shapochnikov et Bourgeois autour de la question du surréalisme, c'est que l'une et l'autre sont endettés d'une certaine manière envers le surréalisme à la fin des années 60, dans une même idée de désacraliser la sculpture, de la faire descendre littéralement du coup de son piédestal. Il y a quelque chose de ça. Chez Bourgeois, c'est extrêmement évident dans le caractère provoquant, dans la laideur de ces pièces, qui veulent vraiment, d'une certaine manière, occasionner une sorte de réaction un peu vive de la part du spectateur. Chez Shapochnikov, c'est le cas également par le biais de l'objet en particulier, j'ai tenté de le montrer, et c'est en cela, il me semble, que Shapochnikov se rattache à la question pop, en fait, par cette question de l'objet utilitaire, qui est influencée par le surréalisme, qui est formée par le surréalisme, et qui a vocation, en tant qu'objet pop, à figurer dans tous les intérieurs, par exemple. Une lampe, voilà. Les lampes gagnent à être, disposées dans le salon de Restani, comme on l'a vu tout à l'heure. Les coussins, c'est pareil, etc. Et il y a, chez Shapochnikov, du coup, en particulier par cette question de l'objet utilitaire, cette question de la désacralisation de la sculpture qui me semble essentielle, qu'on retrouve aussi chez Bourgeois. Et j'en finis sur cette exposition qui était là. La dernière exposition vraiment très importante qui a marqué la réception de Shapochnikov et son retour sur une scène internationale de l'art, qui s'appelait Alina Shapochnikov, Sculpture Undone. Et il me semble que ce titre est particulièrement bien choisi puisqu'il s'agit précisément de cela, de défaire la sculpture, de défaire l'autorité de la sculpture par le biais du surréalisme, à contre-emploi, comme j'ai pu le dire, par le biais de l'objet utilitaire chez Shapochnikov, qui constitue un biais de référence, quelque chose de particulièrement fort pour elle, comme porte d'entrée sur le surréalisme, et chez Bourgeois, par le biais de ces matériaux nouveaux, qui en appellent à une forme de sexualité abstraite, non figurée, qui elle aussi cherche à défaire l'autorité de la sculpture. Je vous remercie. Merci beaucoup Valentin. Nous allons prévoir une séance de questions-réponses à la fin du panel. Maintenant, j'invite Charlotte Matter à intervenir. Charlotte Matter a soutenu sa thèse en 2021 au sujet de l'utilisation du plastique dans l'art des années 1960 et 1970 avec une perspective féministe. Elle a notamment étudié dans ce cadre le travail de Carla Accardi, Léa Lublin, Evelyne Axel, Linda Benglis, Eva Hesse, Kiki Gogelnik, Nicolas L, Nikit Saint-Phal et Alina Shapochnikov. Elle est assistante scientifique à l'Institut d'histoire de l'art de l'Université de Zurich et coordonne le master spécialisé d'histoire de l'art dans un contexte global. Elle est également co-initiatrice du projet de recherche Rethinking Art History Through Disability et membre fondatrice du collectif Collective for Anti-Racist Art History, le CARA. Merci Charlotte. Alors, merci beaucoup pour l'organisation de ce colloque vraiment magnifique. Je suis vraiment ravie de pouvoir y participer. Et je m'excuse parce que je vais
remontrer des images que nous avons déjà vues, et notamment ici, justement à l'instant. Donc j'espère ne pas trop vous ennuyer, et je m'excuse aussi parce que je vais parler en anglais. Louise Bourgeois once noted that she sometimes got, quote, hooked on a subject, unquote, which would reappear over the years in different versions and media. Her soft landscape series, for instance, departed from latex and plaster pieces made in the early 1960s, whose bulbous forms she revisited a few years later in variations made from hardened plastic, carved alabaster, wax, aluminum, and bronze. Yet the fact that she never settled on a particular medium and claimed to consider materials as a means rather than an end does not entail that they were without significance. As Bourgeois stated herself, I'm not saying that materials are not important. I love materials. The point was, however, to find the right material to express an idea as opposed to indulging in a material for its own sake. You do not make sculpture because you like wood. That is absurd, Bourgeois observed. You make sculpture because the wood allows you to express something that another material does not allow you to. Like Bourgeois, Alina Shaposhnikov explored a variety of materials in her sculptural practice, yet never in an arbitrary way. I would argue that the fact that both artists tried out different materials ultimately testifies to their very awareness of materiality and its importance in their works. Along these lines, my paper will address the specific significance of plastics in the practices of Bourgeois and Shaposhnikov during the 1960s and 1970s. Bourgeois once claimed, I look for a material that allows me to say what I want. That is the most important part of my work. So, what was it that plastics were allowing her to say? After World War II, plastics had become so ubiquitous in everyday life that some called the era the plastic age. People mostly encountered them in the intimacy of their homes, where a plethora of synthetic substances were used for diverse purposes, but they also pervaded all other spheres of human existence. From space exploration and new communication technologies to hormone treatments and prostheses entering the body. As Roland Barthes mused in 1956, with foresight and a pinch of irony, the whole world can be plasticized, and even life itself, since we are told they are beginning to make plastic aortas. Many artists followed the emergence of these materials with great interest and believed plastics to be the quintessential substances of their time. In 1968, Shaposhnikov, who had been using plastics for some time, pondered that, quote, because of their possibility of repetition, their lightness, their colors, their transparency, their inexpensiveness, plastic materials seem perfect to me for attempts to express and capture our age. Similarly, Bourgeois once remarked that traditional materials limit, where plaster, hot glue, rubber, latex, and plastic are the salt of pushing ahead into new concerns. In effect, plastics did enable them to express new concerns. Both notably used them to engage with corporality in ways that not only challenged normative and sexist representations of the body prevalent at the time, but also questioned conventions in art. Consider, for instance, the works that Shaposhnikov created from the cast of a friend's belly, rendering the same motif in different media and scales to tease out distinctive meanings. Her ventre coussins were cast from soft polyurethane foam and measured 30 centimeters, whereas the two bellies stacked on top of another in grand ventre were made from rigid marble in a monumental height of 170 centimeters.
While the latter corresponded, both in terms of material and apparent lack of function, to the conventions of high art, the former drew close to the realm of the low. The inexpensive, mildly repulsive materiality of the ventre coussin was reminiscent of commercial products, and their very title suggested that they might actually be used as pillows. Shaposhnikov had previously made another series of works that sat on the threshold between sculpture and utilitarian object, likewise incorporating body parts, though from a different kind of plastics. Her series of lampe-bouche, based on plaster imprints of mouths, were cast in polyester resin. Mounted on slender, sinuous bases, resembling plant stems or alien necks, they functioned as lamps illuminated from within. Agata Jakubowska has pointed out the small but important shift of meaning between the original French title and its translation. When the lampe-bouche, literally translating to mouth lamps, traveled for an exhibition from Paris to Warsaw, their title was interpreted anew as illuminated lips, thus removing the utilitarian character of the works, which would have found little acceptance in communist Poland, according to Jakubowska. But the fact that these sculptures were potentially useful seems to have just as much unsettled critics in capitalist contexts. In the introduction of the catalogue for the Paris show, Pierre Restany observed that the artist's recent works, quote, occasionally risk bordering on decorative gratuity. Restany was clearly relieved when, writing a year later for the catalogue of her exhibition at Galerie Cogeim in Brussels, he found that, quote, Alina Shaposhnikov's vision has risen to a higher dimension, abandoning the decorative illusion. In both her lamps and cushions, the fragmented body was imbued with sensuality, yet too peculiar to be read as mere sexualized object. The smooth polyester surface of the lampe-bouche, which mimicked skin and thus evoked a certain familiarity, turned into an oddly diaphanous, uncanny substance once the light shone through, especially when seen in the dark. And the cushy folds of the ventre coussin, certainly not by coincidence, did not adhere to normative conceptions of beauty and thinness. Rather, the soft voluptuous belly on which people were invited to rest evoked a gesture of intimacy, affection, and care. It remains ultimately unclear how serious Shaposhnikov was about her desire, expressed in 1968, to explore the possibilities of plastics in serial production on an industrial scale. More important than its actual execution was probably the mere play with these material possibilities, her, quote, courting a space of ambiguity between art objects and prototypes for mass production, in the words of curators Elena Filipovic and Joanna Mitkowska, which allowed to call into question certain value hierarchies and conventions in art, as well as the commodification of the female body. These aspects were in turn closely related to the materiality of Shaposhnikov's potentially useful works. Plastics as inexpensive, reproducible materials found in everyday culture ranked at the lower end of the value scale, compared to the time-honored materials of art such as bronze and marble, both of which Shaposhnikov also used, making the difference perhaps even more obvious. The conflation of plastics and furniture-like shapes to invoke sensuality further echoed the way that much plastic consumer items were commercialized at the time and reflected popular connotations surrounding plastics, alluding to the fact that such materials were also used in fetish gear and sex toys. Indeed, a number of artists deliberately used plastics at the time to explore the erotic undertones of the materials. Unlike the often sexist and rather literal works of men artists, perhaps most notoriously the fiberglass furniture works of Alan Jones, which literally portrayed women as usable, servile objects, women artists often created works that were too disturbing or indeed too awkward, to use Shaposhnikov's often quoted term, to be merely read as affirmative sexualized objects.
What makes the furniture-like structures of artists like Jean Linder, Nicolas L. and Shaposhnikov so defiant and compelling is precisely their reversal of value systems and the mischievous exaggeration, both in terms of motifs and materials, of demeaning tropes in art and popular culture of the time. I do actually see a lot of humor in their works, or what Joanna Isaac has called the revolutionary power of women's laughter, and therein an affinity with bourgeois. While humor was not accorded an entry in the glossary assembled by Frances Morris for the Catalogue of Bourgeois Retrospective at the Tate Modern and Centre Pompidou, it can be argued that wit shines through her practice time and again, albeit in sometimes wry or malicious appearance, as Minion Nixon has exquisitely described. A case in point is Bourgeois' famous latex and plaster fillette of 1968, a large erect penis and testicles hanging from a hook, of which she later claimed with a grin on her face that it was not a phallus. Viewed alone, hanging from its metal hook, fillette arguably appears rather violent or repulsive. A large part of the work's comical effect derived from the way bourgeois spoke about it. You can carry it around like a baby, have it as a doll, and interacted with it. Most famously in the portraits taken by Robert Mapplethorpe in 1982, but also when she cradled Fillette on her lap during a presentation of the Fight Censorship Group at the New School for Social Research, New York, in 1973. Deborah Y. has crucially argued that Fillette drew its, quote, outrageous humor and sense of the ridiculous, not only from its unexpected title and magnified size, but also from the, quote, odd, repellent material bourgeois had used. Shaposhnikov, too, included male genitals in her works and thus demonstrated a genuine interest in the human body as a, quote, totally erogenous zone beyond the question of gender. Her sculpture Lampe 6, for instance, consists of various body fragments in colored polyester, breast, lips, and buttocks in shades of yellow and green, balanced on an erect pink phallus. The same throbbing pink polyester phallus also serves as a support for a swooning porcelain-white naked female figurine of the same size in a state of suspension between vertigo and orgasm, also dubbed La Petite Mort or Little Death in French, in Fiancée, Folle Blanche. Such works did not earn Shaposhnikov much popularity, neither in Poland, where male nudity was considered taboo and subject to censorship, nor, for that matter, in the supposedly permissive context of France, whose sexist art world had nothing against female nudity, but was clearly unsettled by the display of penises. Numerous women artists who explored phallic imagery in the 1960s and 1970s were subject to various forms of censorship and exclusion, as Richard Meyer has discussed in the catalogue of the exhibition WAC Art and the Feminist Revolution. Sculptural representations of the phallus, such as Bourgeois' Fillette and Shaposhnikov's Fiancée Folle Blanche, held possibly all the more disruptive potential in their physical presence. Such works straddled nature and artificiality, figuration and fiction. Their irreverence stemmed from the fact that they not only seemed to parody women's alleged penis envy, but also to literally materialize men's castration anxiety, considering that such materials were precisely used to make dildos, which made the phallus no longer indispensable for sexual pleasure through penetration. In both these works, the oversized scale of the phallus contributes to the wit and possibly echoes what the anthropologist Mary Douglas was arguing at the same time in her classic essay on jokes, namely the idea that humor has a, quote, subversive effect on the dominant structure of ideas, unquote. The excessive size of the phallus is emphasized in Shaposhnikov's work through the juxtaposition with the small, delicate body of the fiancée leaning on it. Both are about the same size, neither conform to nature. And in Bourgeois' case, with the artist's own body, insisting on the ambiguity of scale that renders it at all possible to see Fillette not as a phallus, but indeed as a little girl. In either case, despite its monumental scale, the phallus does not appear magnified, but rather burlesqued, if not ridiculed.
And yet the humor of these works is not cruel, even if the picture of Fiat hanging from a metal hook does conjure painful associations. Above all, both suggest, quote, that men's bodies share something of the vulnerability that women's bodies so often represent, as Leslie Dick has observed in relation to Bourgeois. And this vulnerability, in turn, has again a lot to do with the materiality of these works. For while deeply imbued with erotic connotations, in representing erogenous body parts as well as in their haptic quality, the plastics used by both artists were subject to decay, suggesting in a way that lust and death, or eros and thanatos, need not be conceived as dual oppositions. In this regard, both artists managed to unveil plastics in all their ambivalence, both as seductive materials and as the toxic substances they would soon turn out to be. Shaposhnikov, who went through cancer scares in 1968 and was diagnosed with breast cancer in January 1969, created a series of polyester works entitled Tumeurs. These works have a particular poignancy, not least because the carcinogenic effects of many plastics would soon after become widely debated, and numerous artists actually suffered from working with these toxic materials. Niki de Saint-Phal, for instance, fell severely ill while working on Le Paradis Fantastique, a collaboration with Jean Tinguely for the French Pavilion at Expo 67 in Montreal, for which she used 300 cubic meters of polystyrene, 2 tons of polyester, and 8 kilometers of fiberglass to create 9 monumental sculptures. Saint-Phal experienced severe breathing problems, fever, and weight loss, and was hospitalized for 1 month. As she later recalled, the toxicity of many industrial products was not well understood at the time. Alas, in those days, people did not yet know to what extent the gases that leaked from the plastic were poisonous. She continued to work with polyester throughout her career, though only with the help of specialists and always wearing a protective breathing mask. Likewise, the untimely death of Eva Hesse, who was diagnosed with cancer in 1969, the same year as Shaposhnikov, and died 1 year later, has led to speculation as to whether her health problems were possibly related to her use of plastics. As Lucy Lippard later remarked, people thought when she got sick that the materials were to blame. I mean, there were other people working with latex, but she was really into her materials, so she was probably breathing them and tasting them even, who knows. Asked in 1970 whether she was, quote, concerned with the idea of lasting, Hesse made a connection between the transience of her materials and her own life. She was well aware that the latex she had been using in her sculptures was not a permanent substance and admitted that she felt a little guilty when people want to buy it. I think they know it, but I want to write them a letter and say it's not going to last. Merely a few years after her death, when Lippard was writing her monograph on her, several works of Hesse had already disintegrated, while others had undergone noticeable changes in surface and color. The material's transformation from a delicate, transparent state to a yellowish, brownish substance, reminiscent of skin, earth, or bodily fluids, is akin to the twofold experience of attraction and repulsion that Lippard saw in the latex works of Bourgeois, or what she described as their, quote, indirectly erotic or scatological illusions. When Bourgeois first exhibited these works at the Stable Gallery in 1964, one reviewer was repelled by their, quote, disagreeable brown rubber substance. And 20 years later, Deborah Y. observed that Bourgeois' latex portrait of 1963 still appeared shocking and almost offensive in its revolting color, texture, and formlessness. Shaposhnikov too pushed the boundaries of taste when she turned body parts into utilitarian objects or served polyester mouths and breasts on plates in her series of desserts, alluding, as Ursula Czartoryska has noted, to the idea of cannibalism. Viscous, erogenous, and awkward, it is precisely because of their capacity to transgress persistent norms and taboos
that the works made in plastics of Sapochnikov and Bourgeois have lost none of their relevance today, not only thematizing, but indeed materializing corporality as something both sensuous and abject, beyond normative conceptions of what is deemed beautiful and acceptable. Je vais désormais inviter Daniel Belasco, qui est historien de l'art. Après un doctorat de l'Institute of Fine Arts de New York, il a été curator au Jewish Museum et au Dorsky Museum. Il est depuis 2016 directeur exécutif de la Al-Eld Foundation. Il a participé en 2021 au colloque organisé par Aware et le Centre Pompidou consacré aux femmes et l'abstraction, et il travaille actuellement sur une publication au sujet des all-women shows dans les années 40 et 50. So good morning. It's my pleasure to join this convening and participate in the close analysis of the work and lives of two essential women artists. I would like to acknowledge the dedication of Aware to create these spaces, and I'm honored to have also participated in the Women and Abstraction Symposium last year. I'd like to thank the Easton Foundation and Hauser & Wirth for providing images, and Alina Sapochnikov Foundation for its very thorough website and archive. Finally, I'd like to acknowledge the essential scholarship by many others in whose footsteps I follow, in particular Helene. Her groundbreaking article opened new vistas. So much has already been said about the fascinating conjunctions between Alina Sapochnikov and Louise Bourgeois. I hope that my paper will contribute to this shared excavation of feminist art in the middle 20th century. This conference's brief sagaciously moves beyond biographical interpretations of women's art, especially their dependence on the so-called trauma plot, and adopt depersonalized critical frameworks such as formal analysis, sociology, geography, and poetics grounded in the artist's life experiences. Okay. So as illustrated in Helene's article, Sapochnikov's two polyester resin mouth lamps on the left, given to Bourgeois in 1969, justly serve as a fertile site of engagement between two artists with both nothing and everything in common. This image rekindled my memory of first seeing the lamps displayed in Bourgeois' house in New York City. These day-glow, high-key artifacts of 60s sexual liberation looked incongruous in the famously Spartan abode. Apparently, my encounter was anachronistic. The foundation installed them posthumously, likely responding to growing curatorial and scholarly interest in the formal concordances between the two artists' sculptural practices. In her lifetime, Bourgeois had kept them boxed up in storage. For me, the thought of the dark lamps conjured another image, that of the useless mouth. This term and its tormented history and metaphorical implications became the conceptual kernel for this paper, which will briefly examine Bourgeois and Sapochnikov's representations of mouths and mouth-like forms in sculptures of the fragmented body. With the absence of a collective feminist art movement in France before the 1970s, literary sources can offer alternate structures for the analysis of the aesthetic and social engagements between women artists. So, useless mouth is a hateful old trope that scapegoats individuals deemed non-contributing to the greater good in response to both real and perceived threats. In medieval Europe, sometimes the leaders of besieged towns, low on food and supplies, drove out women, the elderly, young, and infirm in order for the men to continue the fight. As depicted in a detailed historicized painting, we imagine the dire consequences of such extremism with the useless mouths forced outside the walls of the chateau in Normandy in 1204. So you can see in the lower left the women pushed outside the walls, scavenging from corpses. In the 18th century, English newspapers commonly referred to vagrants and vagabonds as useless mouths and prodded them to migrate to the colonies. In the 20th century, the term became
even more sinister in Nazi Germany. Heinrich Himmler, leader of the SS, architect of the final solution, preferred a similar term, nutzlosen Esser, useless eaters, to dehumanize any persons deemed a drain on the state and therefore expendable. This chilling phrase goes hand in hand with racism, sexism, and genocide. Bourgeois once used the term in a 1988 interview with critic Donald Cuspit to illustrate her father's self-interest and claim her alignment with feminism. I was, quoting Bourgeois, "I was told by my father, you cannot work for us. You are a pain in the neck. You are a useless mouth. As Simone de Beauvoir put it, la bouche inutile. So I am very much a feminist." I've always been curious about this literary reference. Excuse me. Which is the title of one of Simone de Beauvoir's lesser-known texts, her only play. Written during the German occupation in 1944, it was first performed in liberated Paris in 1945, and only first published in English in 1983 with the prosaic title, Who Shall Die? To claim her feminist lineage, Bourgeois could have easily referenced the second sex. I mean, this was the 80s. So why this obscure play? Bourgeois never saw the premiere on October 30th, 1945. She may have read about it in the French press, or perhaps heard the name a few months later at a lecture by Jean-Paul Sartre in New York at Carnegie Hall. Speaking on the new tendency in French theater to employ myth to interrogate contemporary situations, he recounted several recent examples, this is 1946, including his No Exit, Camus' Caligula, and Useless Mouths. These dramas construct extreme situations and push characters' ethical choices. Sartre argued that the moral and political content of the choice is more significant than its psychological basis. In the theater, the concreteness of the decision, made in real space and time before the audience, forecloses any need for offstage psychoanalysis. So the play, Useless Mouths, is set in 15th century Flanders, based on actual events that Beauvoir learned in reading Sismondi's History of Medieval Italy. So Useless Mouths explores a crisis in a fictional besieged town. The anti-naturalistic drama, I only was able to find 2 photos of the play. The anti-naturalistic dramatic action unfolds over 8 scenes, staged as tableaus. At the end of Act 1, with food scarce, the all-male council decreed to banish all useless mouths so that the able-bodied men may continue to defend the town walls against the enemy. The curtain drop emphasized the final category on the list, the women. So Act 2 is devoted to debates and responses to the decision, highlighting the growing voice of the main female character, aristocratic Catherine, whose husband is one of the members of the council. And she eventually confronts the council's sexism and successfully pleads for the rescinding of the expulsion decree. Her feminist consciousness emerged in force at the end of the 6th tableau, when finally renouncing her illusions, she cries, is the English translation, "How could I ever have believed that this world was malleable clay with which I could shape and fashion by my will?" This sounds like the wake-up call for the modern woman sculptor. Bourgeois' comparison of her childhood experiences to those of Catherine and the other female characters in The Useless Mouths draws a connection across media and the generations to affirm that awareness of one's precarious position as a useless mouth was a feminist act. All right, so now to return to the lamps. Shaposhnikov's literalist recreation of a female mouth, likely her own, addresses the categorical slippage within patriarchy between representation of the part and the whole, of the mouth and the woman. This is fraught, painful, contradictory space. So no wonder Bourgeois kept the lamps hidden away. I think they were too blunt in communicating the historical mistreatment of women cloaked in ostentatious eroticism.
In the 1960s, with the convergence of late surrealism, international pop, and sexual liberation, the body fragment in the form of the mouth became an especially poignant image to speak and bear witness, as previous papers discussed as well, and also a site of the performance of femininity. A locus of nourishment, verbal expression, sexuality, the mouth is a complex metonym for women, from the ancient Greek Gorgon to Marilyn Monroe. So American pop artists like Andy Warhol, Tom Wesselman, exploited the commercialized imagery of women's mouths. Meanwhile, female pop artists like Marjorie Strider, Evelyn Axel, and even Grace Hardigan also participated in this hard sell. And the degree that these are subversive, I think, is kind of open to debate. Body fragments, including the mouth, were a rich source of symbolic forms in Bourgeois and Shapachnikov's artistic vocabularies, which for the former included cages, spirals, spiders, hair, and for the latter, legs, breasts, and bellies. Both also looked to male anatomy, from abstract phalluses to the liminal presences of their sons, to explore the construction of masculinity. There is potential for many other studies of shared morphology, as we've heard so far during this symposium. For Bourgeois, the mouth as a form and metaphor in sculpture appeared in the early 1960s after she shifted from carving and assembling totemic figural forms from wood to building up more amorphous forms with fluid media. Bourgeois employed pliable materials like plaster, rubber, and latex to create abstract orifices and porous organic forms. The first presentation of these works in a solo show, her first in over a decade, occurred in 1964 at the Stable Gallery. So many sculptures in this body of work, like the layers, suggest natural growth and animal habitats, or perhaps the private precincts of the mind. Lacking a public feminist narrative, critics found these works off-putting and melancholy, evidence of intense interiority, distinguished by an air of fierce independence and authority. Curator Daniel Robbins observed, here's portrait again, observed that the latex sculptures in particular, quote, have a viscous sheen like the inside of a mouth. And the editors of Art News made the same formal comparison in the review when they juxtaposed Bourgeois' plaster Grand Pierre and Miro and Artigas ceramic head of a woman, which is really, as you can see, a pair of lips. It is around this time, in part because of this biomorphic body of work, that Bourgeois and Shapachnikov encountered each other's work. In Paris for an exhibition of American sculpture at Musée Rodin, Bourgeois saw some of Shapachnikov's new work at a foundry in Malakoff, brought there by a mutual friend. The next week, she attended the Salon du Mai and encountered Shapachnikov's mixed media assemblage, Goldfinger. The sculpture's dark eroticism, with its ambiguous display of a woman's bare leg, gained power with its homage to the iconic scene in the eponymous James Bond film of a woman suffocated by gold paint. The acclaim taught Shapachnikov the advantage of spectacle and desirability. Back in her studio in Warsaw, she mounted a cast of her leg, Noga, sideways on a granite pedestal. In response to the status of women in the modern world, Shapachnikov strategically used her own body as a medium. She admitted, quote, perhaps a little out of perversity or even artistic exhibitionism. Surrealism unleashed a hunger to destroy the boundaries between art and life, between public and private. So one of its techniques, casting from life, originated really by Duchamp, had become a staple of international pop by the mid-60s, pioneered by Jasper Johns and works like Target with Four Faces, along with Marisol, George Siegel, and others. Shapachnikov was among the first women to render female sexuality so explicitly in figural sculpture. The same body that endured ghettos and concentration camps
was a source of life casts to create a theater of public delectation, challenging the audience to take accountability for its desires. Over the next few years, she clarified this position in a body of work that isolated the mouth as a complex symbol of both presence and silence. These works evolved from indexical casts of the lower part of her face to a bronze amalgam of cast body parts, and to a mouth that's beginning to take on a life of its own, or as described in the title, Go Marching. I think a close analog may have been the work of Yves Klein, whose sponge flowers and life casts, coated with a saturated monochrome, seem to have anticipated some of Shapochnikov's formal choices, from high-key chromatics to mounting objects on rods that radically dislocate the body. In works like Bust, a cast bronze mouth represents an entire head, illustrating one of Shapochnikov's, quote, sightless faces composed again and again of only the mouth, as Griselda Pollock observed. Confirming the roles as stand-ins for the artist herself, 2 plaster mouths appeared on the catalog of her solo exhibition at the Gallery Florence Houston Brown in Paris. In the installation, however, the cluster of plaster mouths were shunted to a pedestal in the corner. So you can see that on the left. Human scale works took central position in a lush fantasy land of polymorphous body imagery, attuned to what was then the summer of love. The art and design worlds were eager to receive such exotica after disparate efforts of body part as design, such as Pedro Friedberg's hand chair, Cesar's thumb, Niki de Saint-Phал's monumental she, which all toyed with the boundaries of sculpture design in the human body. The mouth lamps exploit the same polychrome hyperreal aesthetic. She embedded these cast mouths in polyester resin, encasing a light bulb. And she had already, as previously discussed, she already explored functionality of mouth forms in these ceramic vessels. And actually the jewelry was new to me, so thank you for that. Here's a few images of some of the lamps she produced at the time. They entered the world as decorative art, appearing first in a design show at Michel Ragon Gallery. The dislocated mouth stimulated feelings of the abject and the erotic, the vulnerability of the female body within the mass cruelty of 20th century fascism, and also the liberatory vibe of pop's commercialization of the sexual revolution. So in November 1969, she gave 2 of the erotic lamps, as Bourgeois called them, to Bourgeois. I realize the same, 2 images of the same lamp. Bourgeois, who by that time had shifted her own formal language from orifices and enclosed spaces to phalluses and topographic accumulations. And also, she gave one of these to Shapochnikov the following year. So interestingly, the gifts occurred not long after the 2 artists had first spent time together in the quarries of Italy. It was there that Shapochnikov disclosed to Bourgeois some of her harrowing experiences during the war. Quote, "We were sitting stark naked, piled up, and we were fighting for a potato," which is how Bourgeois recounted the story to her husband in a letter. The images of exposed skin and flesh, mortification of the human body, and starvation vivifies Shapochnikov's sculpture of a desiring body in fragments. She truly had been a useless mouth, persecuted for being Jewish. Shapochnikov lived the medieval reality, which Bourgeois evoked through metaphor. All right, so here we return to Beauvoir's usage of useless mouth as a critique of a society that excludes women as a class from the polity. Can formal comparisons be made between the play and sculpture? Beauvoir called for minimalist sets, costumes, and stage directions in order to concentrate the audience's attention on language and dialectics. However, with an inexperienced cast,
Minuscule budget, little time to rehearse, the play came off as stilted and static, according to most critical evaluations. Even Beauvoir deemed it, quote, too stiff and didactic. But the feminist existential philosophy of the play, expressed through the centering of political action on women's embodied experiences, influenced the development of her own second sex, and later resonated with the artist's practices. Beauvoir clarified the new post-war moral imperative of the physicality of art in an essay in 1947. Quote, the human condition is carnal, and we have learned through blinding evidence during the terrible years of the war that it was in terms of the body that human dramas were played, in terms of hunger, fatigue, disease, and pain. The fragmentation of the body became a vehicle for Bourgeois and Shapochnikov to confront the economic, social, and political utility of women in modern society. They both reiterated the dramaturgy of Beauvoir's The Useless Mouths, that within a European culture unreconciled at that point with colonialism, women remained a special case of an internal oppressed class whose function in the state was defined by their body parts. So their aching wounds, their screams of revolt, subverted the 1960s scene of erotically charged pop art and new realism. And only with the rise of the feminist movement in the 1970s could the critical social content of these works begin to be properly perceived and interpreted as more than just feminine exhibitionism or narcissism. Borrowing Useless Mouth as an effective metaphor, Beauvoir provides a literary framework for the interpretation of biomorphical sculptural forms of alienation and actual or threatened violence on the female body. Thank you. Je me permets de prendre le micro. Voilà, je crois qu'il y avait une question. Merci. C'est une question pour Valentin Glaise. Quand vous avez montré l'image, alors je ne sais pas si on peut la remontrer avec les corps, avec les jambes dans les deux sens, vous avez parlé de surréalisme, mais je pense qu'on peut aussi rajouter la dimension des corps disloqués, des camps de concentration. Je ne sais pas si vous voyez, on voit le corps et il y a les jambes de part et d'autre. Vous parliez du surréalisme de ces corps disloqués, et je pense qu'on peut rajouter la dimension de ces camps de concentration, d'autant plus qu'on a vu hier l'œuvre où elle a détourné une image de corps de camp avec la photo où elle est sur les épaules de son père. Un détournement comme a pu faire Boris Lurie, par exemple, avec des photos de camp et des œuvres d'art. Est-ce que vous avez exploré cette dimension-là, bien sûr ? Merci pour cette remarque. Il y a toute une historiographie, en fait, notamment du mouvement Dada et du surréalisme qui fait la relation avec le traumatisme de la Première Guerre mondiale pour une question de génération. Mais il y a évidemment quelque chose à voir avec J'aime pas utiliser le terme traumatisme à la légère, donc je vais m'abstenir. Mais disons avec la souffrance engendrée, le souvenir douloureux de la Seconde Guerre mondiale, c'est absolument évident. Et je pense que l'un et l'autre se rejoignent, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la combinaison, en fait, bien sûr, entre ces deux facteurs historiques qui vient nourrir un vocabulaire d'ordre formel, quoi. Bien sûr, merci. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup à vous trois. Thank you a lot to all of you pour vos présentations. Et j'avais une sorte je voulais apporter de l'eau au moulin de Valentin, en fait, dont la présentation m'a beaucoup intéressée. Il y avait un premier point sur la question du rapport au surréalisme. Moi, je suis moins une spécialiste de Shapochnikov, mais pour Bourgeois, je pense qu'il y a vraiment un rapport de compétition et de dépassement du surréalisme. Donc, à mon avis, elle est dans quelque chose qui est elle a complètement intégré le surréalisme. Enfin, je pense que Marie-Laure en parlerait mieux que moi. Enfin, elle est dans une œuvre. Je l'ai écrit, je crois, quelque part. Elle est vraiment
à vouloir aller plus loin dans l'inconscient, plus loin, etc. Et elle le connaît très bien. Donc ce rapport, il est en effet de tangentes, comme vous l'avez bien montré, et chez chacune avec une tangente un peu différente. Chez Bourgeois, ma deuxième remarque, et c'est aussi de l'eau à votre moulin, c'est la question de l'objet dans le surréalisme, qui est une vaste question, il y a des grands spécialistes de tout ça. Mais ce qui m'intéressait moi en travaillant sur Giacometti, en fait, depuis quelques années, c'est que, évidemment, Salvador Dali a théorisé les objets surréalistes, mais dans le surréalisme orthodoxe selon Breton, la question du design est interdite. C'est-à-dire Giacometti a des conflits avec Breton aussi pour sa production d'objets de design. Donc l'objet surréaliste utilitaire, ce qui est utilisé, moi je baigne dans Giacometti, donc j'ai ça en tête, mais Dali aussi, ce sont des objets qui sont une production tangente du surréalisme historique, et c'est une chose, je pense, qu'il faut repenser pour Shapochnikov dans son rapport à Dali, par exemple, et on l'a vu hier à propos de ses photos-sculptures, parce que finalement, si elle fait, comme vous dites, des objets qui sont tangents et qui sont des objets, des sculptures, des objets du design, tout ça à la fois, en fait, elle réactive aussi une position qui a existé un peu dans les années 30 parallèles. Et le troisième point, toujours pour amener de l'eau à votre moulin, c'est que dans mon travail de doctorat, j'avais beaucoup travaillé sur le rapport entre l'exposition Eccentric Abstraction et, alors là, j'ai pas retrouvé le titre, mais cette exposition très importante, mais certains se rappelleront aussi, organisée par Donald Kuspit, autour d'une relecture de l'esthétique pop. En fait, ce que je veux dire, c'est au milieu des années 60 aux États-Unis, il y a une lecture du pop art comme post-surréaliste. Et c'est vrai, quand on se remet dans le début du pop art, ce sont des figures un peu étranges. Ce sont des choses un peu... Et il y a des positions, notamment celles de Kuspit, qui sont de montrer que le pop art, c'est une survivance du surréalisme. C'est pas du tout la lecture qu'on en a faite après, qu'il y a, par exemple, un lien à la sexualité, il y a... etc. Et je crois que Lucy Lippard, elle réagit aussi, quand elle fait Eccentric Abstraction, à ça, ce qui signifie qu'au début des années 60 aux États-Unis, on a une sorte de grand débat autour de qu'est-ce qu'on fait du surréalisme. Est-ce qu'on va vers l'objet désagréable, de Louise Bourgeois, ou est-ce que le pop art, c'est aussi... voilà. Après, l'histoire va raconter, je crois, une autre histoire de l'art, mais cette question de la permanence du surréalisme comme modèle interprétatif au début des années 60, elle vient vraiment, je pense, nourrir ce que vous avez très brillamment montré. Et j'avais une troisième remarque qui est plutôt pour Daniel Belasco. C'est zut, du coup ça m'échappe, je suis assez fatiguée, je sors du Covid. Ça va me revenir. C'était sur les bouches. Ça me reviendra. Je passe la parole à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous souhaitez réagir ou commenter Peut-être juste un truc sur la seconde de vos remarques, Émilie. Merci beaucoup pour ces trois éclairages sur cette question du surréalisme. Et je pense notamment à Nicolelle, en fait, à laquelle on a reproché de faire ces objets, justement, parce que c'était se compromettre avec le marché, en fait. Et à la suite de ça, elle arrête. Et je pense que c'est ça que de reprocher Breton à Giacometti et à Dali, finalement, de se compromettre avec le marché. Et ouais. Et du coup, très vite, ces objets de Nicolelle rencontrent un succès très important. Ils se vendent extrêmement bien. Et ça lui est très directement reproché. Et elle arrête. Voilà. Il me semble qu'il y a quelque chose comme un écho entre ces deux situations, évidemment. Et cette problématique du design, elle a évidemment à voir avec le marché. Chez Shapochnikov, comme chez Nicolelle, comme chez Alan Jones dans une certaine mesure, même si je pense que c'est pas la même diffusion, ça a vraiment, c'est plus, ouais, c'est ça. Chez Alan Jones, c'est vraiment davantage du côté de l'œuvre d'art, mais chez Shapochnikov, en tout cas, et chez Nicolelle, ça a évidemment avec le marché. C'est des objets qui sont aussi créés afin de gagner de l'argent. Je pense qu'on peut le dire. C'est pas honteux. Non, c'était juste une petite remarque pour Daniel Belasco. Je crois que Françoise Héritier en parle dans ses ouvrages sur le masculin et le féminin, et peut-être que Simone de Beauvoir aussi, quelque part. Vous savez que dans de nombreuses régions, un peu partout dans le monde et en Europe, les femmes et les enfants mangent après les hommes, et que les femmes et les enfants mangent en deuxième au repas.
et que les bouches inutiles, c'est aussi parce que c'est ceux qui mangent après. Et je crois que Françoise Héritier explique quelque part que ça explique la plus petite taille des femmes, parce que ça fait des millénaires qu'elles mangent en deuxième, en fait, et qu'elles sont sous-alimentées. Voilà. Donc ça participe de cette fantasmatique de la bouche. Et je vous dis ça, excusez-moi, parce que je ne sais plus qui s'est retrouvé pendant la guerre, je ne sais plus quel artiste qui s'est retrouvé en Angleterre à la campagne pendant la guerre, et qui témoigne, mais je ne sais plus qui c'est. C'est quelqu'un qui fuyait les bombardements, c'est peut-être une artiste anglaise, qui explique qu'elle s'est retrouvée à la campagne dans une maison où les femmes mangeaient après. Je ne me rappelle plus qui c'est, mais ça peut se retrouver. Mais donc c'était encore quelque chose qui se passait dans les années 50 dans les campagnes anglaises et probablement françaises. Hein, enfin. J'avais juste deux petites remarques rapides sur le pop art, la science du pop. Il y a une remarque très intéressante de Louise Bourgeois quand elle découvre en 69 la grande sculpture qui est dans la cour de Alina Sapochnikov. Je ne sais plus le titre, mais Hélène la connaît. Et elle dit à son mari qu'elle a fait une grande figure, genre Gallo, mais plutôt Marisol. Donc ça veut dire qu'elle connaît vraiment très très bien le pop. Et Gallo, c'est Salvatore Gallo, un artiste, un sculpteur italien un peu complexe, donc elle mélange un peu ces deux choses-là. Elle dit aussi à un moment, elle est très consciente du côté marchand, joyeux et drôle du pop, mais je ne pense pas que ça l'intéresse, elle. Elle regarde, je sais qu'elle a un peu regardé Niki aussi, comme elle regardait tout, mais dans sa formation, que sa génération ne pouvait pas la mettre tellement de ce côté-là, même si elle était très consciente de ce qui se faisait à l'époque et qu'elle regardait tout. Et j'ai beaucoup apprécié votre intervention, monsieur, sur les bouches inutiles. Je pense qu'elle a en effet assisté à la conférence de Sartre, parce qu'elle en parle dans sa correspondance avec Colette Richarme. Et alors, par contre, je ne suis pas sûre qu'on peut parler de bouche chez Louise Bourgeois, parce que les têtes sont toujours coupées. Ce n'est pas un organe qui l'intéresse, c'est plutôt le ventre, l'intérieur, le torse. Je l'imagine mal se focalisant comme Alina, sur la bouche. Certes, vous l'avez bien annoncé, c'est par le biais littéraire de Simone de Beauvoir qu'elle emploie cette expression un peu traditionnelle et désuète, mais je ne vois pas dans les trous, dans toutes les œuvres donc répugnantes, puisque Daniel Robbins a vraiment parlé de quelque chose de répugnant pour la Stable Gallery, que ça soit de l'orifice de la bouche. Mais bon, ça c'est peut-être personnel. Mais en tout cas, c'était intéressant que vous vous rapprochiez parce que pour la bouche, c'est lié à la digestion, c'est lié tout ce qui dégoûte un peu Louise. La nourriture, on sait son rapport à la nourriture un peu complexe. Et surtout, il n'y a jamais de tête. Donc la bouche est quand même dans la tête. Est-ce que vous souhaitez commenter? Oui. Thank you. I agree that the mouth is not a significant form for Bourgeois throughout her entire career, but it was interesting looking at the painting exhibition that was just at the Met, and through this lens of where does the mouth appear and where does it not appear. And it seems in two paintings in particular, one where she's representing herself as a child, the mouth does not appear. And then in paintings when she's representing herself more as an adult, a woman, a mother on the rooftop, the mouth is very significant. So I think it's a worthwhile subject, but it is really just a jumping off point to get into this discussion of Shapochnikov and the lamps and this very interesting play by Beauvoir. Merci. Ah. Bonjour, c'est juste une petite précision par rapport à la notion de marché dont Valentin parle dans les années 60. Shapochnikov a produit des ventres en grand nombre, mais c'était pour la boutique Design SA et son lancement. Elle n'a pas gagné d'argent à ce moment-là avec ses ventres. Les ventres n'avaient pas de marché. Les ventres en mousse polyuréthane à ce moment-là ont été, pour certains, se sont retrouvés dans la fameuse tombola de la galerie de Lara Vinci. Et les lampes n'ont jamais été produites en grand nombre puisqu'il n'y avait pas de marché à ce moment-là pour le faire, malgré la demande de Monsieur Lacloche à l'époque. Donc c'est juste pour préciser que cette volonté pop
de faire des objets manufacturés, en fait, n'a jamais donné naissance à une économie réelle pour ces artistes. Et c'était valable pour la plupart des artistes de l'époque, parce que je rappellerai juste que le marché de l'art, il a plutôt commencé dans les années 80. À l'époque, c'était un marché uniquement de collectionneurs, avec une toute petite population, et que le marché des acheteurs est arrivé ces 40 dernières années. Voilà, c'est une petite précision par rapport aussi à la réalité économique de ces artistes. Merci beaucoup pour cette remarque. Merci beaucoup pour cette précision sur la question du marché. Alors effectivement, et ça les archives en témoignent parfaitement bien, Shapotchnikov, je pense ces objets afin de tenter de gagner de l'argent, mais elle n'en gagne pas, c'est clair. Précisément parce qu'elle rencontre énormément de difficultés techniques dans la conception, mais très très matérielle, vraiment, des lampes. Et il semblerait que le seul objet vraiment utilitaire qui parvienne à une forme de marché, à une forme de production un peu répandue, soit les bijoux. Je pense pour des questions d'échelle aussi et en tout cas, c'est la seule chose qui est vendue chez Kogeim en 68, d'après les archives. Les sculptures ne marchent pas, le galeriste est très mécontent, il lui fait des reproches, etc. Mais en revanche, voilà, il y a il y a une dizaine de bijoux qui sont vendus à cette occasion-là, et des bracelets en particulier. Ouais. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une courte pause. Peut-être si nous pouvons nous arrêter juste 5-10 minutes pour ensuite écouter Sarah Wilson et Patricia Brignon. Merci beaucoup Daniel, Valentin et Charlotte.